Bonjour, bonjour à tous. Alors finalement, malgré les vacances de d'Hervé Carès, vidéo numéro 53, ça m'a semblé nécessaire de vous faire partager un certain nombre de réflexions. Alors, je vais commencer par annoncer, présenter ce que nous avons fait avec Daniel Arnaud. Daniel est un Français qui réside en Russie, qui travaille en Russie. Il est déjà intervenu depuis le début de cette chaîne à l'occasion de plusieurs interventions. Et là, on a commencé un travail qui consiste à revenir sur ce qui se passe en Russie, ce qui s'est passé en Russie. Alors, dans un premier temps, je l'ai interrogé sur la situation là-bas, ce que pensait l'opinion publique, le rapport des Russes au conflit en cours. Et puis, par la suite, nous allons revenir sur ce qui s'est produit depuis 1991, c'est-à-dire l'effondrement, la dislocation de l'Union soviétique, les 10 années horribles qu'ont connues les Russes, l'humiliation, l'effondrement du niveau de vie, l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir et le redressement, qui a maintenant un peu plus de 20 ans, qui l'a impulsé, qui l'a entrepris et qui fait qu'aujourd'hui la Russie est une grande puissance industrielle, probablement la première puissance militaire du monde, quoi qu'on en pense. Donc je crois que raconter l'histoire, comment elle s'est produite, et puis le faire avec un témoin de ce qui s'est passé, des changements, des mutations qui sont intervenues, des changements profonds, je crois que ça peut être intéressant. Donc on va faire plusieurs conférences, plusieurs débats avec lui dans les semaines qui viennent. Alors, en ce qui concerne le programme, puisque en fait le 4 septembre, et je le rappelle, c'est la proclamation de la Troisième République, le 4 septembre 1870. C'est la rentrée. C'est la rentrée et cette chaîne va connaître un certain nombre de changements aussi. On va essayer de l'améliorer. Il y aura un grand entretien avec Michel Collomb autour de son livre sur la désinformation autour de ce qui se passe et ce qui s'est passé en Ukraine, qui aura alors enregistrement, je crois que c'est le 12 septembre, donc il sera probablement publié le jour même ou le lendemain, on verra en fonction de mes performances de montage. Bien, il y en aura d'autres choses dont je vous parlerai au fur et à mesure dès qu'elles seront un peu, comment dire, un peu rétablies, dès qu'elles seront programmables. En tout cas, hein, j'ai un projet d'interview d'un des nouveaux dirigeants africains après les coups d'État. J'ai un projet concernant la Russie, j'ai un projet concernant la Chine, un nouveau projet puisque nous avions déjà eu Monsieur Louchai, l'ambassadeur de Chine en France. Voilà, vous aurez tout ça et aussi parce que il n'y a pas que la guerre mondiale dans la vie, il y a toujours ma mobilisation autour des questions de liberté publique qui sont bien mal engagées dans notre pays, qui est en train de basculer dans le néolibéralisme autoritaire et dont je crois qu'on peut d'ores et déjà le comparer à une forme de néofascisme. Voilà, bien. Alors, je voulais aussi éclaircir une petite chose. Le travail qui est fait par Hervé Carrès, c'est un travail de réinformation. Vous m'aurez entendu prononcer ce mot à de très nombreuses reprises. Or, ce travail de réinformation, il est tout à fait décisif, mais il doit se faire en ne succombant pas à la subjectivité de la propagande que nous connaissons en Occident, mais que nous connaissons surtout en France. Il ne faut pas céder à cette subjectivité, donc il y a nécessité d'un équilibre. Il y a nécessité d'un équilibre et c'est la raison pour laquelle
Hervé Carrès est très prudent, d'abord parce qu'il ne faut pas insulter l'avenir, il ne faut pas se retrouver dans la situation de Michel Goya, par exemple, qui se fera ressortir le moment venu toutes les captures d'écran des imbécilités qu'il a proférées. Je ne parle même pas de ce pauvre Titelman ou de Pierre Servant. Là, on a basculé dans autre chose. Donc, il faut rester mesuré, posé. Alors, c'est pas une façon de renvoyer dos à dos, c'est pas de ça qu'il s'agit. Chacun a ses biais, chacun a ses sympathies, chacun a sa vision de l'histoire. C'est mon cas, je crois que je ne m'en cache pas. Mais il faut, dans la mesure où on fait un travail de réinformation, ne pas tomber dans les travers de ceux à qui on les reproche. En particulier tout le système médiatique français. Alors, il y a aussi le système politique qui est absolument consternant. Nicolas Sarkozy, quoi qu'on pense de lui, a fait une intervention concernant l'Ukraine qui était frappée au coin du bon sens. Alors ça a été naturellement la levée de boucliers, euh, mention spéciale à Lionel Jospin, le menteur, vous savez, le monsieur qui était ministre socialiste du gouvernement, mais qui n'avait pas dit, ou qui a nié d'ailleurs, non seulement mensonge par omission, mais mensonge avéré, qui n'avait pas dit qu'il était membre d'une secte trotskiste, groupusculaire, et qu'il avait cette double appartenance. Il l'a nié, le menteur, le loser aussi. Et puis surtout, la duplicité. Il est venu dire, je ne comprends pas qu'un ancien président de la République ait une position qui est le contraire de la position officielle de la France. Alors d'abord, la position officielle de la France, elle est à géométrie un peu variable quand même. Mais on va quand même rappeler à ce brave homme qu'avec son accord, c'est ce que l'histoire raconte, avec son accord, M. François Hollande et M. Pierre Moscovici, en 2003, lorsque courageusement Jacques Chirac s'est opposé à l'agression, au crime de guerre commis par les États-Unis avec l'invasion de l'Irak et les conséquences humaines que l'on connaît, eh bien ces deux personnages du Parti socialiste, qui sont très importants, ancien président de la République, président de la Cour des comptes, ont été, avec l'accord de Lionel Jospin, à l'ambassade des États-Unis pour dire qu'ils étaient en désaccord avec la position française, qui refusait de souscrire au mensonge et qui refusait de violer le droit international et de commettre une guerre d'agression. C'est intéressant. Taisez-vous, les gars. Taisez-vous, franchement. Franchement. Bon, et puis si vous considérez que c'est une diffamation, ben allons-y. Ne vous gênez pas, ce sera intéressant. Alors, ça, c'était ma petite pique en direction, en direction de mes chers amis socialistes que je pratique maintenant depuis 55 ans. Bien, et donc, je voulais dire que sur le plan politique, la France est passablement consternante. Alors, il y a les réactions à ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, mais il y a également les fameuses 12 heures d'entretien où tous les partis ont été à la soupe pour discuter avec Emmanuel Macron et les échos qu'on en a eus, en particulier par comment est-ce qu'il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom. C'est dire son importance, le maire de Pau, François Bayrou, qui est venu dire mais tout le monde était d'accord, on a parlé de l'Ukraine et tout le monde était d'accord sur la position de la France, il faut soutenir l'Ukraine pour que la contre-offensive ukrainienne, qui se termine en massacre, on va y revenir, que la contre-offensive ukrainienne soit la plus victorieuse possible, comme nous a élégamment raconté la chose Monsieur Macron. Bon, donc voilà. Malheureusement, on va continuer, il faut continuer ce travail de réinformation et j'ai un problème. J'ai un problème concernant la façon dont, au bout d'un an et demi, presque, on a, oui, ça fait un an et demi, on a une présentation de ce qui s'est passé qui se déforme déjà. Je ne parle pas euh, de la propagande des LCI et autres. Non, non, je parle de ceux qui essayent de travailler intelligemment. Je vais prendre deux exemples. Et on a effectivement un narratif, un récit qui se met en place qui n'est pas le bon.
Enfin, c'est ce que je considère. Je vais revenir sur les deux personnes qui sont en général des gens qui prennent des positions, qui expliquent les choses de façon très balancée, très intéressante, avec un niveau d'expertise tout à fait incontestable, mais qui portent un, un- un récit qui n'est pas celui, c'est mon opinion, qui n'est pas celui de la réalité. Ils ne le font pas, évidemment, parce qu'ils sont militants. Ils ne le font pas par idéologie, mais parce que il y a tout dans ce chaos, dans ce maelstrom, il y a toute une façon de faire émerger un récit et il a un caractère historique, c'est ce qu'on appelle l'historicisation, hein, du réel qui, au bout d'un certain temps, devient un objet qui est traité par ceux qui veulent en rendre compte. Hein. On est sorti de la propagande, mais je constate que, eh bien, on a déjà des inflexions que personnellement je trouve négatives. Alors, je vais revenir euh, je ne vais pas vous dire rapidement parce que ça, chacun sait que chez les avocats, c'est une promesse d'ivrogne. Je vais revenir sur quelles ont été mes positions et mes analyses au début de l'opération militaire spéciale. J'ai, à ce moment-là, je me rappelle, j'ai publié un article début mars dans lequel j'ai indiqué que c'était l'étincelle qui allait mettre le feu à la plaine. C'est pas l'expression que j'ai euh, utilisée à ce moment-là, mais j'ai dit que ça enclenchait le processus du déclin de la domination occidentale, la fin de la globalisation comme forme moderne de la domination occidentale, laquelle domination occidentale existait depuis 5 siècles. Ça a été mon analyse. Je ne suis pas mécontent de l'avoir fait à ce moment-là parce que c'est effectivement ce qui s'est mis en route avec une accélération que je n'aurais pas soupçonnée, avec une accélération que je n'aurais pas soupçonnée, mais c'était ma première analyse. Ensuite, il y avait l'aspect militaire. Il y avait l'aspect militaire et très vite, j'ai dit, j'ai pensé, alors j'ai dit, hein, c'est pas du haut de ma chair, mais j'ai fait part de cette opinion, j'ai dit que je ne voyais pas comment l'Ukraine pouvait l'emporter dans cette guerre contre la Russie. Et je ne pensais pas parce que l'analyse permettait d'avoir un certain nombre de critères, y compris d'ailleurs si l'OTAN aidait, c'est ce qui s'est produit si l'OTAN aidait l'Ukraine, un certain nombre de critères. C'est-à-dire qu'on a une puissance industrielle de 140 millions d'habitants, on a une industrie militaire extrêmement importante, on a une avance technologique, on a une supériorité des feux, on a une supériorité aérienne au départ, qui s'est aggravé dans le conflit, mais je ne voyais pas comment, à partir de ces considérations, qui étaient des considérations géostratégiques, techniques, militaires et matérielles, on pouvait imaginer que l'Ukraine pouvait l'emporter. Alors, les choses se sont passées d'une façon particulière que personnellement je n'avais pas soupçonné. Je vais m'expliquer pourquoi, parce que je crois que c'est quelque chose d'assez important. Mais voilà, au départ, il m'était apparu que lorsque j'entendais que l'Ukraine allait l'emporter, tous les rodomontades, que Poutine allait s'effondrer, etc., ça m'apparaissait effectivement des prévisions absurdes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où je reviens sur ce que ont dit deux personnes que j'apprécie, dont je trouve que le travail est très intéressant. Tout d'abord, c'est Alain Juillet, hein, qui, depuis le début, haut fonctionnaire, ancien patron de la DGSE à l'époque, et qui est venu dire un certain nombre de choses, qui a rappelé les enjeux, le rôle des États-Unis, et qui a développé des analyses qui étaient tout à fait pertinentes. Et puis je l'ai entendu dire récemment que l'armée russe était mauvaise pour l'attaque, elle ne savait pas attaquer. Hein. En revanche, et l'échec de la contre-offensive ukrainienne l'établissait, en revanche,
elle savait très bien défendre. Alors j'ai un peu sursauté, je vais dire pourquoi. Et puis j'ai écouté, et je l'écoute régulièrement, et je vous invite à le faire, j'ai écouté les déclarations de Alexandre Robert, je crois que c'est dans ce sens-là, qui est ce youtubeur canadien tout à fait remarquable, qui fait un super boulot. Alors j'ai appris à l'occasion de son interview par Idriss Aberkane qu'il parlait parfaitement bien le français, hein, et donc il a dit, oui, effectivement, il a tenu le même discours, il a eu la même analyse, c'est-à-dire que les Russes ont rencontré initialement des échecs parce qu'ils n'ont pas été bons dans l'attaque, hein, et ensuite ils ont démontré leur supériorité dans la défense. C'était à peu près ce qu'il disait. Or, je crois que c'est faux. Je crois tout simplement que c'est faux et je crois qu'il est nécessaire de rappeler, et on l'a dit sur cette chaîne à de multiples reprises, il faut quand même rappeler comment ça s'est passé. Initialement, la Russie décide d'intervenir, à mon avis. À mon avis, elle avait décidé de cette hypothèse. Elle n'avait peut-être pas arrêté la décision complètement, elle avait décidé de cette hypothèse depuis déjà un moment. Si on regarde ce qui se passe en 2021, il y a plusieurs facteurs qui amènent à le penser. J'ai été surpris quand même de l'audace de la Russie, mais je m'en suis expliqué. Cette surprise était due à un sentiment anormal de supériorité occidentale. Ils n'oseront pas. Alors que si on regardait ce qui s'était passé en 2021, en commençant par la rencontre en Alaska des équipes de Biden qui venaient d'arriver au pouvoir, hein, début 2021, qui sont venus pour une rencontre avec les Chinois, et ils se sont fait démolir. C'est-à-dire que les Chinois les ont insultés quasiment, quoi. Sur le plan du protocole diplomatique, c'était impressionnant. Il fallait voir euh, les hauts fonctionnaires américains, ils étaient suffoqués. C'est-à-dire que les Chinois ont dit ça suffit. Vous allez nous parler meilleur, ils l'ont dit en chinois, hein, vous allez nous parler autrement et vous allez nous traiter autrement. Vous allez arrêter cette arrogance, cette façon de toiser le monde, on n'est pas d'accord. Bon, très bien. Il y a eu ensuite ce qu'a envoyé la Russie aux États-Unis, à l'OTAN, c'est-à-dire une proposition écrite d'une conférence internationale de l'ouverture de négociations qui permettrait de mettre en place un nouveau dispositif de sécurité collective en Europe. Désinvolture américaine qui n'a même pas répondu, par écrit s'entend, qui a dit non, non, ça ne nous intéresse pas, fin de non-recevoir, etc., etc. Le 4 février, rencontre entre Poutine et Xi Jinping, avec un communiqué. Personne en France n'a lu ce communiqué du 4 février, voyons. Hein, on est là, on va sur les plateaux, doctement, on délivre ses analyses. Il suffisait de lire, et je l'ai mentionné dans l'article dont j'ai parlé, il suffisait de lire ce communiqué commun, très long. Il suffisait de le lire pour voir que l'ambiance était devenue très très pesante. Alors, sur la prise d'initiative de la Russie, je crois qu'il faut quand même rappeler qu'ils ont pensé, et on leur en fait grief, ou on leur en fait le reproche, ils ont pensé que l'affaire pouvait se régler rapidement. Ils ont structuré un corps expéditionnaire peu important. Le rapport de force entre les forces ukrainiennes, l'armée ukrainienne et le corps expéditionnaire russe était de 1 pour 6 au début. Hein. C'était quelque chose de très déséquilibré. Mais pourquoi? Parce que les Russes ont pensé, et ils ont pensé à juste titre, que cette offensive, qui a été déclenchée, je le rappelle, à ce moment-là, plus tôt que ce qui était prévu, à cause du risque d'offensive ukrainienne contre le Donbass, parce que ça aussi, tous les éléments factuels aujourd'hui permettent de considérer que c'était une hypothèse plus que plausible. Donc les Russes ont peut-être décidé de façon peut-être un peu précipitée de rentrer, mais ils ont réussi. Ils ont réussi, c'est-à-dire qu'ils ont pris 20% du territoire ukrainien. Alors on a dit Ostomel, ils ont été autour de Kiev, ils se sont plantés, ils ont été d'échec en échec, mais c'est totalement faux.
C'est totalement faux. Moi, je m'abrite derrière l'article du mois de mai, hein, dans la revue officielle des Marines américains, du patron de ces Marines, sous pseudonyme Marinus, je l'ai publié. Vous pouvez aller le relire sur mon blog. Eh bien, dans cet article, il a salué la façon dont cette opération avait été menée. Ils sont montés jusqu'à Kherson. Ils ont effectivement mis la main sur une partie plus que significative du territoire ukrainien. Et à ce moment-là, Zelensky et la direction kievienne a décidé de négocier. Et les négociations ont avancé très rapidement. Et aujourd'hui, tout le monde a oublié le témoignage de Naftali Bennett, qui, l'ancien Premier ministre israélien, auquel Netanyahou a succédé récemment, hein, qui a participé au parrainage de ces élections avec Erdogan, de ces négociations, pardon, avec Erdogan, eh bien, il a dit on était arrivé à un accord. Le document était paraphé. Et c'est là où les Occidentaux se sont précipités, hein, et ont fait capoter cet accord. Il y a eu Boutcha, il y a eu un certain nombre de choses, hein, et puis je crois qu'on connaît la responsabilité de Boris Johnson, qui devra en répondre devant l'histoire. J'aimerais bien que ce soit devant un tribunal. Et à ce moment-là, les Russes ont compris, ont mesuré que l'OTAN, que l'Occident leur avait déclaré la guerre, hein, par Ukraine interposée, par le proxy ukrainien. Mais c'était tout à fait évident, c'est eux qui ont empêché un accord qui était signé, qui était conclu et qui était le fruit de la victoire remportée par l'opération militaire spéciale dans un premier temps. Il ne faut pas oublier que les Russes sont les héritiers de la pensée stratégique soviétique. Ils avaient des objectifs qui ont été clairement énoncés par Vladimir Poutine, qui n'étaient pas des objectifs de conquête. Hein. Ils avaient des objectifs concernant la neutralisation, concernant la non-entrée dans l'OTAN, enfin je ne vais pas y revenir, mais ils l'avaient obtenu. Ils l'avaient obtenu à ce moment-là. Donc, les objectifs étant atteints, bien évidemment, leur campagne initiale, avec un corps expéditionnaire sous-dimensionné, mais dimensionné pour ce résultat, avait réussi. Alors, j'entends les uns, les autres, oui, ils ne sont pas capables d'attaquer. Pardon? Tout le monde a oublié Mariupol. Alors, vous qui nous suivez peut-être un peu moins, il y a eu le livre écrit par Sylvain Ferreira, et il faut se rappeler que ça a été un combat urbain, ça a été la conquête d'une grande ville, dans un rapport de force que, en général, on ne rencontre pas pour des combats urbains, c'est-à-dire que c'était des forces équivalentes à un pour un. Alors que lorsque vous devez conquérir une ville, le rapport il doit être de 3 contre 1, voire de 5 contre 1. Eh bien non, pas du tout. Hein. Les Russes l'ont emporté, ont encerclé Mariupol d'abord, hein. Ensuite ils ont forcé les troupes importantes. Il y avait le bataillon Azov, ultra motivé, il y avait les fusiliers marins, ils les ont forcés à se réfugier dans Azovstal, dont ils sont sortis en capitulant. Une capitulation humiliante. C'est une grande victoire militaire. Comment peut-on dire un an après, ils sont incapables d'attaquer? La première phase de l'opération militaire spéciale, il l'appelle comme ça, la première phase de l'opération militaire spéciale, eh bien, désolé, elle a réussi et elle a montré que les Russes étaient tout à fait capables d'attaquer. Et ils l'ont fait brillamment. On va aussi rappeler qu'ils sont sur d'autres théâtres d'opération, et on pense en particulier à la Syrie, mais il y avait ce qui s'était passé en Géorgie aussi. Hein, ils avaient quand même fait la démonstration de leur capacité. C'est assez étonnant, cette façon de les considérer. Alors, c'est des moujiks. Moi, ce qui m'a surpris dans ce qui se passe depuis un an, c'est la dimension, l'arrogance occidentale, intériorisée, le racisme qu'on voit, alors la russophobie, et c'est pas un racisme de xénophobie, non, 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 c'est un sentiment de supériorité, et on voit dans la façon dont l'Occident parle, traite ce qui se passe en Afrique, quoi. C'est un peu dramatique. C'est un peu dramatique parce que les Africains le supportent mal. Et les Russes
la propagande russe, il y a une propagande russe évidemment. Les Russes, alors, eux, ils ont joué sur le velours, ils ont récupéré tout ce que produisait la presse occidentale et puis ils l'ont montré à leur opinion publique, qui a été scandalisée. On en reparlera avec Daniel Arnaud. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé euh, dans cette première phase. Alors, bon, échec des négociations, échec de l'accord de paix, parce que les Occidentaux ne le veulent pas. Les Occidentaux mettent le paquet, fournissent du matériel. Ça fait, ils ont dépensé des milliards. Madame Nuland l'a reconnu hein, depuis avant 2014, avant d'organiser le coup d'État du Maïdan. Et depuis, clairement, ils ont continué, ils ont entraîné des troupes, ils ont assuré à l'armée ukrainienne la couverture ISR, hein, tout ce qui relève du renseignement, ils les ont aidés également en termes de commandement, en termes stratégiques, et tout ça fait que la Russie, et c'est ce qu'a dit Xi Jinping, quand les présidents chinois, russes, des grands pays interviennent, on ne les écoute pas, on ne les lit pas, on ne veut pas savoir ce qu'ils disent. Xi Jinping a dit, à propos de la Russie, nous n'aidons pas la Russie, venez pas nous accuser d'aider militairement la Russie. Hein. Pour l'instant, la Russie l'emporte contre 40 pays, ce qui n'est pas faux. Hein. Mais ça, sur la défensive, je vais y revenir. Hein. Mais si jamais, c'est là-dessus que je voulais insister, si jamais nous constatons qu'il y a une escalade pouvant conduire à un conflit mondial, eh bien, nous interviendrons et nous aiderons la Russie. Ah, ça, c'est complètement passé sous la table, tout le monde a oublié ce qui constitue quelque chose de tout à fait considérable et qui est venu compléter la fameuse phrase dite sur le perron du Kremlin. Hein, nous connaissons un changement que l'on n'a pas vu depuis 100 ans et ce changement, nous allons le conduire ensemble. Xi parlant à Poutine, hein, avant de lui dire, cher ami, prenez soin de vous. Bon, donc il y a un partenariat. Moi, je considère que c'est une alliance. Alors, euh, après l'échec de la négociation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que là, les choses changent et que le sous-dimensionnement du corps expéditionnaire russe pour supporter un conflit d'une autre nature, c'est-à-dire que la Russie est contre l'OTAN, hein, ce qu'elle n'avait pas prévu, alors ça on peut le lui reprocher, ou elle n'avait pas suffisamment euh, prévu, eh bien va changer sa stratégie. Elle va changer sa stratégie et elle va passer à la défensive avec l'idée, et on le mesure mieux aujourd'hui, c'est plus facile de raconter l'histoire quand on connaît la fin, mais je crois qu'il est difficile de nier que la stratégie russe a été celle d'une attrition, c'est-à-dire de masser l'armée ukrainienne pour l'amener, si possible, dans une guerre en prenant son temps, hein, si possible, par une guerre d'usure, sans grandes offensives, etc. Alors, on nous dit, oui, mais, alors quand je lis la presse occidentale, les Ukrainiens ont fait des offensives spectaculaires et brillantes, etc. C'est une blague. On m'a reproché, parce que j'avais dit dans un tweet, je crois, hein, il n'y aura pas de contre-offensive ukrainienne. J'ai eu tort en partie. Hein, j'ai eu tort en partie. Quand il y a eu la soi-disant offensive de Kharkov, on s'est moqué de moi. C'est légitime, hein, c'est le débat. Donc ça ne m'empêche pas de dormir hein, et je suis capable de répondre. Mais il y a eu d'abord la soi-disant offensive sur Kharkov. Les Ukrainiens, grâce aux Occidentaux, ont vu que les forces qui tenaient cette partie du front, qui était une partie passablement inutile par rapport à la situation stratégique de la Russie, n'oublions pas qu'il est possible qu'ils aient eu envie de prendre Kiev puisqu'ils avaient envoyé des troupes là-bas, hein, mais c'était plutôt une façon, disent les spécialistes militaires, c'était plutôt une façon de fixer des troupes euh, ukrainiennes pour pouvoir prendre les gages qu'ils souhaitaient avoir dans le sud. Bien. Bon. Donc, la défense était faible,
avec des troupes qui étaient de garde nationale, etc. Et surtout très très peu nombreuses. Et les Ukrainiens l'ont vu, les Occidentaux l'ont vu et ont décidé de reprendre ce territoire. Qu'ont fait les Russes à ce moment-là? Les Russes sont partis. Ils ont fait une rectification de leur front. Ils sont partis avec très peu de pertes, hein. Les Ukrainiens ont foncé, ça a été présenté comme une grande victoire, ce qui était un ajustement tactique. Alors on va dire revers tactique, parce qu'ils ont perdu du territoire. Quand on voit ce qui se passe depuis, ce qui s'est passé après, je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais là aussi, dans cette contre-offensive, les pertes ukrainiennes, toujours à cause de ce déséquilibre de force, c'est-à-dire des feux supérieurs entre 8 et 10 fois à ceux dont disposent les Ukrainiens et une absence de couverture aérienne. Ça finit par faire beaucoup. Bien, il y a eu ensuite, soi-disant, la victoire de Kherson. Mais quelle victoire! Il y a eu une offensive sur Kherson. Et d'ailleurs, Robert Alexandre le dit, ou Alexandre Robert, à chaque fois j'oublie, le dit dans son interview, là, il dit, mais attendez, ils ont eu des pertes terribles. Ça a été un massacre, l'offensive ukrainienne sur Kherson. Le problème, c'est que dans la volonté de passer à la défensive, de rectifier les lignes de front, hein, les Russes ont décidé de reculer. Surovikin a décidé de réajuster son front et il a évacué Kherson, qui était, je veux dire, une zone compliquée pour des raisons géographiques, avec le Dniepr, qui était une région compliquée à garder. Mais comme l'a dit Hervé Carès, il dit, pour moi, le tournant de la guerre, c'est le passage en bon ordre de l'armée russe, le passage du Dniepr en retour. Voilà, hein. Il a toutes ses forces ont été conservées, ils sont passés de l'autre côté et ils ont installé leur fameuse ligne de défense dont aujourd'hui euh, les Ukrainiens sont contraints de se cogner. Bon, donc le problème aujourd'hui, c'est celui de la contre-offensive. Alors la contre-offensive, elle a commencé début juin. Si on lit la presse occidentale, hein, si on va à ces sources-là, je crois que c'est là qu'il faut aller voir, il faut analyser, c'est un échec sanglant. C'est un échec sanglant, je ne veux pas rentrer dans le détail, il suffit de regarder les cartes. Bon, il faut se garder de lire, je crois, sur les réseaux sociaux, les incantations, la méthode Coué que je peux comprendre. Alors on va survaloriser des petites choses, mais la catastrophe, elle est accomplie. Elle est accomplie et les pertes sont colossales. Et ça, ce sont les Occidentaux qui le disent. Les Russes continuent à le dire, ils font leur propagande. Bon, très bien, hein. Mais lorsqu'on va sur les sources occidentales, on s'aperçoit que le bilan est considérable. C'est absolument affreux. Et puis si on va sur Telegram, eh ben, on voit bien. J'ai vu passer une information sur les prisonniers. Alors il y a des prisonniers, il y a des gens qui se rendent, il semble qu'il y en ait beaucoup du côté ukrainien, c'est ce qu'Hervé Carès notait, que le moral soit, et on peut les comprendre, soit très bas. Il y a des manifestations de veuves, d'orphelins, etc. Il y a la question des disparus, enfin qui font que les choses sont quand même pas terribles. Et puis il y a bien évidemment toutes ces vidéos, toutes ces photos où l'on voit des cimetières à perte de vue. Donc c'est une saignée qui est terrible. Et alors je parlais des prisonniers, je ne sais pas, ça doit être confirmé, hein, je l'ai vu passer, ça avait l'air relativement sérieux. Actuellement, il ne peut plus y avoir d'échange de prisonniers comme il y en a eu depuis le début. Il ne peut plus y avoir d'échange de prisonniers parce qu'il n'y a plus de prisonniers du côté ukrainien ou plus suffisamment pour faire ces échanges de prisonniers. Donc, j'insiste, hein, c'est une information qui mérite bien évidemment d'être confirmée, mais qui en dirait long sur la réalité de cette situation. Donc, contre-offensive Hollywood, hein, puisqu'on nous avait annoncé depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, qu'elle aurait lieu, ce qui est quand même un peu curieux, hein, alors que du côté russe, c'est Maskirovska
en permanence, eh bien, cette contre-offensive s'est cassé les dents, et s'est cassé les dents de façon terriblement sanglante, avec comme conséquence aujourd'hui, ce sont effectivement les désaccords entre l'OTAN, entre les États-Unis et Kiev, semble-t-il toujours, hein, semble-t-il, pour essayer de faire porter la responsabilité de cet échec. N'oublions pas que les États-Unis sont rentrés en période électorale, hein, pour l'élection présidentielle de 2024, dans une situation sur laquelle je ne vais pas revenir maintenant, mais qui est quand même assez dramatique pour le pays, sur tout un tas de plans, mais sur le plan politique aussi, hein, quand on sait qu'on a un président sénile, hein, qui est menacé par une procédure de destitution, et de l'autre côté, on a un président populiste qui est extrêmement actif et dont on essaye de se débarrasser par des procédures judiciaires totalement farfelues, hein. Bon, c'est pas très très bon pour la santé politique et géostratégique des États-Unis. Et ce d'autant, parce que ça aussi c'est quelque chose de tout à fait essentiel dans la guerre mondiale qui s'est déclenchée. J'avais pas nécessairement cette analyse au début, mais maintenant elle est claire quand on voit ce qui se produit euh, dans le monde. Il y a bien évidemment l'énorme événement historique des BRICS. Alors on peut dire, ah oui, mais les BRICS sont des pays qui, oui, mais le dollar va rester costaud longtemps, etc., etc. Moi je veux bien, mais je ne sais plus qui a dit, j'ai trouvé que c'était assez intéressant et ça correspondait à cette réalité. Euh, le Sud global, la majorité mondiale, en a marre de l'hégémonie occidentale et américaine. L'Europe est à terre, c'est en partie aussi voulu par les Américains, mais on a l'impression que cet Occident ne veut plus, hein, ne peut plus et ne veut plus. Euh, cette remarque, c'était, ne vous imaginez pas que les BRICS veulent partir en guerre contre l'Occident. Non, ils ne veulent plus euh, commercer avec l'Occident, ils ne veulent plus être partenaires de l'Occident, d'abord à cause de ses méthodes, hein, et aussi parce que ils voient bien que ça part dans une direction que en aucun cas eux-mêmes ne veulent emprunter. Donc voilà un petit peu ce qui est en train de se produire. Alors il y a naturellement ce qui se passe en Afrique, mais il ne faut pas oublier de voir ce qui se passe en Amérique latine, ce qui se passe en Asie. Concernant le sommet des BRICS, je vais juste rappeler une chose. C'est l'élargissement fait que 70% de la production euh, pétrolière et gazière est désormais contrôlée par des pays qui sont membres des BRICS. Les deux principaux consommateurs de ce type d'énergie du monde sont la Chine et l'Inde, qui sont également membres des BRICS. C'est-à-dire que l'Occident est hors jeu. Je pense qu'on peut voir les choses de cette façon-là. Donc, euh, je crois que j'avais envie de faire un petit peu ce tour d'horizon pour compléter ce que, profitant du fait qu'Hervé Carès avait le dos tourné, pour profiter de cette situation, pour rappeler quelle était ma position et quelle était l'analyse que je faisais, dont Hervé Carès partage une partie, pas tout, hein, c'est normal, hein, je crois il faut être équilibré et poursuivre ce travail de réinformation. Alors, ce que je viens de faire procède de ce travail, bien évidemment, même s'il y avait la subjectivité, il y avait mes biais d'analyse, hein, que j'assume, et qui m'amènent à considérer que aujourd'hui, ben, nous sommes dans un système de guerre mondiale hybride, et que le risque aujourd'hui auquel nous sommes confrontés dans un monde qui va très très vite, le risque c'est que la défaite de l'Ukraine, elle est consommée. La défaite de l'OTAN, elle est consommée. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va survenir maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une débandade à la vietnamienne ou à l'Afghanistan, à l'Afghan, pas l'Afghanistan, à l'Afghan, je pense pas d'ailleurs, hein. Mais je pense que le risque que nous courons, c'est que c'est le problème, euh,
pour assumer cette défaite. Alors il y a tout un tas de secteurs qui continuent à se raconter des histoires. Quand on lit certains articles, on se dit mais qui sont ces gens? Il y a, il y a Larry Johnson en particulier. Chaque fois qu'il y a un militaire américain qui dit des conneries, il est désespéré, quoi. Il fait des articles, allez les lire, hein, ça vaut la peine. Euh, McGregor, lui, il sourit, il se contente de sourire, hein, il est résigné, alors que Larry Johnson ne doit pas l'être. Hein. Il dit mais comment peut-on, alors qu'on a été militaire, comment peut-on dire ce genre de choses et tout. Mais ce qu'il est possible, c'est que le système, l'hégémon, ne puisse pas intégrer cette défaite qui se profile, avec toutes ces composantes, tout ce monde qui est en train de lui échapper, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que depuis 1945, il voulait l'hégémon. Alors depuis plus longtemps, vous disent certains, mais au moins depuis 1945, il voulait dominer le monde, et alors depuis la dislocation de l'Union soviétique, n'en parlons pas. Et là, c'est l'échec. Là, c'est fini. Hein. Alors, c'est pas fini demain, ça va prendre du temps. Et le risque, c'est celui de l'escalade, c'est celui des décisions folles, euh, par incapacité à intégrer ce que va être le nouveau monde. Et ça, effectivement, je crois qu'il y a lieu d'être prudent. Et je vais terminer par la France. Malheureusement, avec ce qu'on François Bayrou nous a dit sur la position de tous les politiques rassemblés avec Emmanuel Macron, on est du mauvais côté de l'histoire et on a enclenché la marche arrière. Il n'y a aucune chance dans l'immédiat qu'un renouveau de type gaulliste puisse émerger. Personnellement, je suis assez profondément pessimiste. Et puis quand je vois que l'Union européenne, je parle de nos villes, je parle de ces pays, commence de plus en plus à ressembler aux villes américaines qui sont tout au bord de l'effondrement, je parle des grandes villes, je suis effectivement très pessimiste, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer à essayer de faire avancer un certain nombre d'idées, un certain nombre d'informations et aider, dans la mesure du possible et modestement, aider les gens à mieux comprendre ce réel pour essayer d'agir sur lui. Voilà, j'ai terminé, j'ai sûrement été très très long, je verrai ça en coupant cet enregistrement. Je vous dis à très bientôt avec le retour d'Hervé Carès. Nous y sommes. Voilà. Bonjour Daniel. Bonjour Ulysse. Ravi de te voir. Enfin bon, on a des contacts réguliers et fréquents. Hein. Là, il vient de m'envoyer un article, un article de Marianne sur le film Slava Ukraina de BHL, Ouais. qui est sur Canal+ aujourd'hui, mais je crois qu'il faut payer. Hein. À mon avis, je doute qu'il y a un monde fou pour se bousculer. L'article est d'une méchanceté, mais bon, comme toujours, hein, depuis le début, BHL se fait défoncer pour tout ce qu'il fait, puis il continue, il est toujours là, si ce n'est que je me demande si la fortune de son père, sur laquelle il vit, ne procède pas de l'exploitation coloniale du bois du Gabon, des forêts gabonaises. Je me demande, hein, donc ce serait peut-être Ah bah, amusant d'ouvrir un front comme ça. Bien, euh, alors, Daniel est avec nous aujourd'hui. Dans cette semaine où euh, Hervé Carès a pris quelques jours de vacances, mais cette, euh, ce rythme que nous avions adopté, c'est-à-dire le rythme hebdomadaire avec des entretiens auxquels Daniel a déjà participé, va un peu changer à la rentrée. La rentrée, c'est lundi, le 4 septembre, hein, le jour de la proclamation de la République, en France, s'entend. Nous allons un petit peu compléter le travail sur la situation militaire qui va se poursuivre. Je pense que dès la semaine prochaine, on pourra disposer de la compétence d'Hervé Carès, mais également d'autres choses. Et avec Daniel, nous avons le projet de réaliser une série d'entretiens sur la Russie. Sur la Russie,
euh, sur la Russie depuis 1991, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, euh, la catastrophe de 10 ans que ce pays a rencontrée, l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, les forces qui l'y ont amené, et tout le travail fait par cet homme depuis 20 ans pour redresser son pays et en faire aujourd'hui euh, probablement la première puissance militaire du monde, mais également une puissance économique, si on calcule non plus sur la base du PIB classique, mais du PIB de parité de pouvoir d'achat, hein, qui est une puissance industrielle tout à fait incontestable. Bien, donc c'est, je crois, assez intéressant, plutôt que, toujours dans ce souci de la réinformation, plutôt que d'écouter les âneries que débitent à longueur de colonne, pas seulement les chaînes d'infos, mais tous les autres journalistes du système mainstream. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai souhaité, avec Daniel, qu'il nous fasse un petit peu un point sur la façon dont la Russie a vécu l'année qui vient de s'écouler. Hein. Quand on réfléchit au mois de février 2022, à ce qu'était le monde à ce moment-là, ce qu'il est aujourd'hui, l'épreuve que traverse la Russie, parce que c'est une épreuve quand même, hein, que cette guerre en Ukraine, dans sa dimension militaire, avec des pertes qui ne doivent pas être inconséquentes, hein, je crois qu'ils perdent du monde, même si c'est 100 comme une mesure avec ce qui concerne le bilan des pertes ukrainiennes, et également comment l'opinion russe, comment la population russe vit cette épreuve, vit cette séquence tout à fait considérable. J'ai lu quelque part, je crois que c'est même ce matin, quelqu'un qui disait c'est la phase 3 de la Grande Guerre patriotique, la phase 1 ayant été la catastrophe initiale, la phase 2 ayant été la conquête de l'Allemagne, la capitulation au moment de la prise de Berlin. Et aujourd'hui, eh bien, certains l'ont dit, hein, certains propagandistes, qu'il fallait finir le travail. Donc, euh, comment est-ce que la Russie d'aujourd'hui vit cette séquence particulière dans un monde qui est quand même terriblement en train de changer aussi, hein. Je pense que c'est quelque chose d'assez, enfin, je veux dire, spectaculaire, et j'aimerais savoir comment les Russes le prennent, parce que quelque part, et ça rejoint ce que je viens de dire, pardon, quelque part concernant cette phase 3 de la Grande Guerre patriotique, c'est une commodité, hein. Je ne souscris pas nécessairement à cette analyse, mais cette phase 3, c'est la Russie qui l'amène, je veux dire. Et qu'on le veuille ou non, l'étincelle qui a mis le feu à la plaine en février 2022, c'est la Russie qui l'a pris en charge. C'est la Russie qui a pris en charge d'abord la guerre contre l'Ukraine, puis après le capotage des négociations, parce que l'Occident a décidé qu'il fallait poursuivre. Donc, la déclaration d'une forme de guerre mondiale, incontestablement, par l'Occident, l'effort que la Russie militaire, et économique, bien évidemment, que la Russie a porté, elle l'a porté pas seule, naturellement, mais c'est elle qui est à l'initiative, une fois de plus, hein. Elle porte dans le monde une cause particulière. Donc, comment est-ce qu'ils le vivent aujourd'hui? Est-ce que c'est perçu comme tel? Enfin, ça fait beaucoup de sujets. Bon, j'ai assez parlé, hein. Je vais demander à Daniel de nous dire comment va la Russie. Bon. Alors d'abord, je vais juste faire une toute petite parenthèse. Je commence une petite parenthèse sur ce que tu dis, la phase 3 de la Grande Guerre patriotique. Bon, en fait, tu le sais parce qu'en fait, tu as publié un article que j'ai écrit sur le sujet. Moi, je vois les choses comme une guerre de 100 ans. Donc, je souscrirai assez, mais dans d'autres termes, à ce point de vue. Quant au fait que c'est la Russie qui a lancé cette phase, là, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, ça fera l'objet de nos autres entretiens, mais je pense que c'est l'Occident qui l'a lancé au contraire en 2008 avec la Géorgie. Donc ça, mais bon, ça, on reviendra là-dessus. Là, déjà, puisqu'en fait, là, l'objet de l'entretien, c'est février 2022 et comment la Russie a vécu ce moment-là. Alors d'abord, à la fois, c'est l'intérêt, je dirais, et probablement également la limite. Moi, je vais parler de ce que j'ai vécu moi, de mon expérience personnelle, parce que je ne peux parler de rien d'autre, puisqu'en fait, il s'agit en réalité d'un ressenti. La manière dont elle a vécu, je dirais, sur le plan de l'économie, etc., ben ça, on le sait, en fait, aujourd'hui, d'ailleurs. Enfin, bon, des gens comme Sapir, etc., le décriveraient beaucoup mieux que moi, je ne peux le faire.
Donc, évidemment, là, l'intérêt, je pense, de ce que je peux dire, c'est celui d'un Français qui est installé en Russie, à Saint-Pétersbourg très précisément, et qui a donc a pu voir, ressentir et vivre en même temps, parce que je dois dire que j'ai partagé également un certain nombre des problèmes qu'a suscité la décision de passer à l'offensive de la Russie en février. Et j'entends sur le plan économique. Donc, bon, d'abord, honnêtement, tout le monde a été surpris. Franchement, ça a été un choc. Je veux dire, le lendemain, vraiment, on sentait dans les conversations, dans la rue, etc., on sentait quand même qu'il y avait un grand sentiment de désorientation. D'accord. Il aurait été difficile, si tu m'avais posé la question 2 jours après le début du conflit, te dire comment les gens le vivaient. Est-ce que les gens étaient plutôt contre cette décision, plutôt pour, etc. Je pense que je n'aurais pas pu répondre à la question. C'est vraiment ce qui flottait dans l'air, c'était le désarroi. Okay. Et le désarroi est également pour tous les gens, à Saint-Pétersbourg, ils étaient nombreux, hein, pour tous les gens dont l'activité professionnelle dépendait d'une manière ou d'une autre des liens commerciaux et économiques avec l'Occident. Une sacrée claque, parce que d'un coup, ces liens étaient interrompus. Parce que si tu te souviens, quasiment, alors je ne sais plus, dans les 48 heures, quelque chose comme ça, SWIFT était débranché. Et parmi les banques les plus significatives et les plus impliquées dans les opérations internationales, étaient lourdement sanctionnées et donc n'étaient plus capables d'assurer les transferts d'argent. Ce qui posait énormément de problèmes. Et puis, il y a eu une autre chose qui a posé énormément de problèmes, c'est que en fait, la Russie a imposé immédiatement un contrôle d'échange très fort. Autrement dit, l'argent en devise qui était placé sur les comptes en Russie ne pouvait plus être tiré. Alors, il n'était pas confisqué, mais c'est vrai, tu ne pouvais plus changer cet argent. Dans certaines conditions et avec des cours très défavorables, tu pouvais éventuellement le changer en roubles et le dépenser en roubles, mais avec un cours qui était tout à fait dissuasif. Donc, ce n'était pas complètement bloqué, mais il fallait accepter de perdre énormément d'argent. Et donc voilà, pour ma part, je me souviens que les 15 premiers jours, j'ai passé quelque chose comme 8 heures à faire la queue dans différentes banques pour essayer de voir ce qui pouvait être sauvé. Tu vois. Et j'étais pas, quand je faisais la queue, j'étais pas seul. Hein. Des bureaux qui étaient normalement relativement peu fréquentés, là, je veux dire, il y avait des queues terribles parce que déjà, on était très nombreux dans ce cas-là. Donc il y a eu, ça a été le premier choc. Et, mais assez rapidement, je dirais dans les 8 jours, 8-10 jours, ce que j'ai déjà décrit, on a commencé à sentir ce phénomène qui probablement est un phénomène russe, parce que c'est probablement ce qui s'est passé également au moment du début de l'opération Barbarossa, comme si la société se ressaisissait et d'un coup faisait bloc. C'est-à-dire que je crois que c'est vraiment le moment où soudain, et c'est très impressionnant à Saint-Pétersbourg, parce que Saint-Pétersbourg, les Pétersbourgeois sont des gens qui sont naturellement très ouverts vers l'Occident. C'est quand même une ville où de très nombreuses personnes voyagent, allaient facilement en Europe, parce que je veux dire pour aller, enfin les 2 frontières, l'Estonie et les plus proches, l'Estonie et Finlande, sont à 2 heures, 2 heures et demie de route. Donc, je veux dire, les gens étaient habitués à franchir ces frontières. Je veux dire, le consulat de Finlande, les autres consulats l'appelaient l'usine, tellement il donnait facilement les visas. Les gens, la manière la plus simple pour un Pétersbourgeois, il enlève un consulat de Finlande, on a facilement un visa, un Schengen touristique de 3 ans, 4 ans, et après, bon, je veux dire, voyager librement, quoi. Et malgré tout, même à Saint-Pétersbourg, et je sais, enfin ça par contre, je sais par des témoins que ça a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus fort dans les provinces. Là, il y a eu un phénomène de rassemblement, de prise de conscience que finalement, non, il fallait voir, c'est dommage, c'est dommage, mais il fallait voir l'Occident comme un ennemi. Et
L'Occident, mais pas les Occidentaux, d'accord? C'est-à-dire qu'il y avait quand même, on sentait bien, il y a une vraie différence. Et moi, par exemple, en tant que Français, je n'ai jamais eu une réflexion sur, euh, enfin, sur le fait, sur ma nationalité. Jamais. Euh, Par contre, on avait des questions sur Macron, etc., enfin, sur les gouvernants, et puis des choses, comment ça se fait que la France puisse à ce point suivre les États-Unis, quand c'était quand même pas comme ça avant, etc. Donc, mais les Français en tant que tels, à aucun moment, j'ai senti un brin d'hostilité quel qu'il soit. L'attitude personnelle n'a absolument pas changé. Et par contre, l'attitude vers l'Occident en tant qu'entité politique, là oui, profondément. Et ensuite, alors, il y avait quand même je dirais, on peut dire, je ne serais pas capable de dire les proportions, hein, mais il y avait deux types d'attitudes. Il y avait ceux, et souvent parmi les très jeunes, qui, ne voyant pas beaucoup au plus loin que le dernier bulletin d'information, euh, restaient persuadés que c'était quand même la Russie qui était l'agresseur. Et puis il y a tous ceux qui avaient un peu plus de réflexion et qui, eux, bon, voyaient quand même, enfin, voyaient qu'il y avait quand découvrait soudain, en regardant un peu dans le passé, etc., voyait une volonté de l'Occident d'en découdre avec la Russie d'une manière ou d'une autre. Donc finalement se disant, oui, c'est nous qui avons commencé les hostilités, mais en fait, on n'avait plus le choix. C'est aussi très, très lié au fait qu'il y avait une conscience évidemment très claire de ce qu'avait subi le Donbass pendant toutes ces années-là. Parce que là aussi, ça, c'est quelque chose qui a quand même euh, qui prépare l'opinion publique. C'est-à-dire le fait, ce dont nous, en France, on est complètement inconscients, puisque c'était absolument occulté par nos médias. Mais en revanche, en Russie, je veux dire, on savait, et non seulement on savait, mais il commençait à y avoir même une forme de rancœur. Pourquoi est-ce qu'on les laisse tomber? Pourquoi est-ce qu'on fait rien? Pourquoi est-ce qu'on fait pas plus? Pourquoi est-ce qu'on ne les protège pas? Il y avait quand même une partie de la population qui commençait à s'impatienter devant le sort de leurs compatriotes, ce qu'ils considéraient comme leurs compatriotes. Bon, officiellement, ils ne l'étaient pas, mais qu'ils considéraient comme leurs compatriotes dans les régions du sud-est de l'Ukraine. Des choses comme le massacre d'Odessa, des choses comme ça, avaient laissé des traces profondes. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça, parce que les très jeunes, en fait, avaient un peu été trop jeunes pour avoir souvenir de ces événements-là, qu'ils étaient plus perméables au discours de propagande occidentale, qui est très présent en Russie, hein, puisqu'en fait, ça passe par les réseaux, etc. Donc, je veux dire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'information en Russie n'est pas du tout verrouillée, même si elle est moins libre qu'elle l'était avant février. C'est certain qu'il y a un certain nombre de médias, comme par exemple Echo Moskva, les échos de Moscou, mais qui étaient des médias qui dataient de l'époque Helsinki et qui étaient abondamment financés par l'Occident, mais qui représentaient un courant de pensée de la société. Donc ils avaient un rôle. Hein, c'était pas, ils avaient une vraie audience, hein, c'est ce que je veux dire. Bon, ça, voilà, ce type de médias ont été fermés alors qu'ils opéraient depuis des décennies. Mais il n'empêche que, je veux dire, on n'a même pas besoin de VPN pour aller consulter, si on veut consulter France 24 quand on est en France, quand on est en Russie, par exemple. Donc les médias occidentaux sont tout à fait accessibles et le discours occidental est connu et entendu en Russie. Beaucoup plus que le discours russe n'est entendu en Occident, en France en particulier, mais en d'autres, d'accord. Bon, en partie lié aussi au fait que l'Occident est beaucoup plus fin dans sa projection médiatique que la Russie, qu'il faut dire ce qu'il est encore, franchement, extrêmement maladroite encore. Voilà. Donc, il y avait c'est un peu le partage entre ces deux types d'opinions, qui étaient une opinion allant de on n'avait pas le choix jusqu'à la reconnaissance
une reconnaissance de l'historique d'une agression larvée de l'Occident sur les dernières vingtaine d'années. Le fait que, voilà, en fait, ce que j'entendais très souvent, c'est ils ne nous aiment pas parce qu'on est trop grand. En fait, c'est une manière de dire que, bah oui, on a trop de ressources pour eux, ils veulent nos ressources, d'accord? Donc, ils veulent absolument nos ressources. Le fait qu'ils nous aiment comme quand on est, comme à l'époque Helsinki, quand on était pauvre et humilié, d'accord? Ça aussi, on entendait beaucoup. Et puis une petite partie, mais honnêtement, petite partie de la population qui était beaucoup plus, qui était beaucoup plus accessible au discours occidental, beaucoup parmi les très jeunes, ou alors, de manière assez, alors ça c'est aussi intéressant, on peut distinguer une troisième classe, qui sont des gens, en général, une classe moyenne haute, avec qui a vécu la fin, donc des gens plus tout jeunes, hein, qui ont vécu la fin de l'Union soviétique, qui ont vécu l'Union soviétique, sa fin, donc qui ont étudié, qui ont grandi en Union soviétique, dans les années 80-90, où progressivement l'Occident devenait comme une espèce de terre promise. On écoutait de la musique américaine, on cherchait à voir les films américains, etc., etc. Et c'est des gens pour lesquels apparemment il est quand même très très difficile, un peu comme pour un certain nombre de gens en France, il est difficile de s'ajuster au fait que l'Occident est en train de perdre sa prédominance. Eh ben, cette classe de gens, en fait, ont beaucoup de mal à s'ajuster au fait que l'Occident n'est pas ce qu'il pensait qu'il est, et peut-être plus qu'il a évolué, qu'il n'est plus ce qu'il était dans les années 80. C'est-à-dire que l'Occident des années 80, 90 n'est pas l'Occident des années 2020. Et alors ceux-là, en fait, sont des gens qui vont avoir un discours extrêmement dur contre le gouvernement russe, qui vont dire que des choses comme le monde, en fait, tout le monde civilisé est contre nous et les seuls qui sont avec nous, c'est la Corée du Nord, la Chine, etc., et quelques pays africains. Bon. Donc, c'est des gens qui continuent à voir, en quelque sorte, l'Occident comme la Jérusalem de la civilisation, on va dire, et la Russie comme finalement un pays qui n'arrive pas à se civiliser. Donc, quelque chose qu'on retrouve déjà au 19e siècle, c'est des modes de pensée, des catégories de pensée qui ont existé depuis toujours en Russie et qui sont en quelque sorte adoptées par cette classe-là aujourd'hui. Alors ça, c'est pour la première partie. Donc les premiers, bon, donc ensuite j'ai dit, il y a une espèce de rassemblement, de cohésion, mais il y a en même temps une crainte. Hein, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et en fait, et comme on le sait, là aussi, on peut renvoyer les auditeurs à Jacques Sapir, les chiffres de la Russie, il y a eu une petite chute juste après le début des hostilités. Il y a eu quelques mois difficiles, en particulier l'inflation, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de pénurie. Il n'y a jamais eu de pénurie. Par contre, il y a eu un boom d'inflation. Et puis, bon, il y a la disparition de certains produits occidentaux. C'est-à-dire que dans les grands centres commerciaux, les malls, etc., d'un coup, ben, on voyait des rideaux tirés et c'était des entreprises qui étaient parties. Leurs vêtements, parfumerie, etc., etc. Mais, bon, d'abord, l'importation parallèle de ce type de produit s'est organisée assez rapidement, ce qui fait que les gens qui ont absolument envie peuvent encore se les procurer. C'est plus compliqué, mais ils se les procurent. Et surtout, l'économie, l'emploi s'est maintenu et est même accru. Et soudain, voilà, il y a des gens qui ont commencé à me dire, bah, finalement, ce truc-là, mais nous, on vit mieux. Hein, finalement, notre niveau de vie augmente. Et là, il y a eu un changement d'attitude, c'est-à-dire que soudain, ah oui, alors, avant, il y a une phase, pardon, et quand même, je voudrais. Avant ce moment-là, il y a eu les premières conséquences du boycott sur l'énergie.
et là, quand même, il y a eu, je dirais, ça a fait beaucoup de rieurs. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se moquer sur les réseaux, etc. On voyait des tas de blagues qui circulaient. Quand d'un coup, on a commencé à voir, encore une fois, je veux dire, voilà, quand on est en russe, le long de la frontière estonienne ou lituanienne, et qu'on voit d'un coup que du côté lituanien ou estonien, toutes les lumières sont éteintes à 10 heures du soir parce qu'il n'y a plus d'énergie, bon, là, les gens commencent à se marrer, quoi, parce que je veux dire, voilà. Ensuite, entendu parler des restrictions, les recommandations allemandes de ne pas prendre trop des douches trop longues et trop chaudes, les campagnes de publicité pour des petits appareils à bougies pour se chauffer, enfin, tous des trucs qu'on a On vus. va. Je je t'interromps une seconde parce que tu parles des douches en Allemagne. Il y avait, oui, je crois que c'était une Allemande ou belge qui disait, je me rappelle de la séquence. Bon, alors les enfants, vous prenez une douche puis très courte et puis plutôt fraîche. Et puis quand vous avez fini, vous dites, prends ça, Poutine. Et Ça voilà, allait ouais, ouais. jusqu'à cette propagande débile, hein, Voilà, que on avait mais connue au ça fait début. beaucoup rire. Et comme je dis, ça passe tout à fait, ça passe les frontières. C'est-à-dire que c'est des choses que les Russes voient tout à fait bien et qui s'échangent sur les réseaux sociaux. Donc là, comment ça, il a commencé comme une espèce et c'est peut-être même ça qui a commencé à faire changer aussi les consciences. Plus le fait que, au contraire, contrairement à ce qu'on... Il y avait une vraie inquiétude. Finalement, il y a une grande partie, la plupart des Russes, finalement, ont senti plutôt que les choses allaient même plutôt mieux sur le plan économique. Et C'est dingue, ça. donc et en fait, à partir de cet été, c'était assez intéressant, c'est-à-dire que le tas d'esprit avait évolué au point que finalement, les gens considèrent, enfin, ils disent, c'est quand même dommage pour vous. C'est-à-dire qu'ils nous regardent avec une forme un peu de pitié en disant c'est quand même dommage qu'il est en train de nous on voulait avoir des relations saines avec vous et regardez ce qui est en train de vous arriver aujourd'hui. Sur le fait d'avoir beaucoup plus de difficultés et c'est infiniment plus cher pour aller en Europe, ils disent oui c'est dommage, c'est vrai que c'est dommage, mais on fera sans, c'est dommage parce qu'on aimait bien aller en Europe, on aimait bien voyager en Italie, en Espagne, en France, mais bon, si vous voulez pas, d'accord. C'est-à-dire que il y a quelque part un côté comme on ne va pas vous supplier. Vous voulez pas, vous voulez pas. Hein. Le jour où vous aurez changé d'avis, on reviendra, mais on va certainement rien sacrifier pour simplement le fait de pouvoir aller faire du tourisme chez vous. Tiens, ça me fait penser à une chose justement très intéressante et qui va vraiment qui illustre un peu l'état d'esprit. C'est un ostéopathe que je fréquente pour des raisons ostéopathiques, et qui est quelqu'un qui a étudié l'ostéopathie à l'école française. Donc il faisait des séjours très fréquents en France pour aller revoir je sais pas, si on dit son maître, enfin, les gens avec qui lui avaient enseigné, pour travailler avec eux, pour se mettre à jour, etc., etc. Donc, c'est quelqu'un qui venait tous les ans, il venait un mois, 2 mois au moins en France, voilà, pour pratiquer. Et puis, la dernière fois quand je l'ai vu, c'était cet été, alors je lui dis, voilà, elle me dit, mais vous allez venir en France ou pas? Non, 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 j'y vais pas. C'est trop compliqué. En fait, vous savez, je commence à dire, parce que bon, moi, je fais souvent par Helsinki, la route, etc. C'est pas trop compliqué. Et là, il me dit, non, non, mais j'irai pas de toute manière. Vous savez, euh, alors, je ne sais plus lequel de nos dirigeants européens, ceux qui ne sont pas élus, vous savez, alors il a dit venir en Europe, c'est un privilège. Eh ben, moi, si c'est un privilège que pour moi d'aller en Europe, eh ben moi, c'est quand ce sera plus un privilège pour personne que j'irai. Mais aujourd'hui, je vais pas jouir d'un privilège comme ça. C'est Voilà. Borrell, c'est l'imbécile, C'est Borrell qui a dit ça. oui, le Voilà. Catalan stupide, hein, qu'on a mis à la tête Ouais, ouais, ouais. de la Commission européenne. Enfin, il n'est pas président, mais Non. il est commissaire européen aux affaires étrangères et c'est un âne batté. Voilà, Oui, voilà. absolument. Et tu vois la réaction. La réaction, c'est où on peut tous y aller. Ou moi, parce qu'évidemment, lui, du fait qu'il a un visa professionnel, il peut encore aller faire. C'est ça que je lui disais, mais vous avez un visa professionnel, donc vous pouvez facilement franchir la frontière, parce qu'autrement, avec des visas de touriste, la frontière finlandaise et estonienne est fermée. D'accord. et, euh, et du coup, lui, il m'a dit, ben non, non, c'est où tout le monde peut y aller, où tout le monde peut y aller, ou moi, j'y vais pas. Bon.
tu vois, tu vois l'état d'esprit, quoi. Ça, c'est quelque chose, voilà, c'est très représentatif de ce que pensent et de la manière dont réagissent les Russes aujourd'hui. Alors, à ce stade, je voudrais faire une petite observation euh, dans la description que tu fais des différentes créations en fonction des couches de la société. Effectivement, il ne faut pas oublier que les gens qui avaient 20 ans, 25 ans au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, donc qui ont été éduqués, hein, qui ont grandi en Union soviétique, aujourd'hui, ils ont 50 ans, 55 ans, Ouais. donc ils sont encore dans une vie active, tout à Mhm. fait normale, et ils portent une culture différente, ils portent des souvenirs différents, Ouais. des relations, peut-être à des notions d'égalité. Alors bon, il y a eu comment dire, l'essorage qu'ils ont subi dans les années 90, mais ça existe, ça. Je pense, alors là, je te pose la question, je pense et je crois que ça reste probablement un pays différent de ce qu'on peut imaginer, parce que c'est vrai que nous, les Occidentaux, on a tendance à plaquer nos standards sur absolument toutes les sociétés, et celles sur lesquelles on ne peut pas les plaquer, on les méprise, hein. On est raciste de façon tout à fait inconsciente, hein, et pas de façon, comment dire, vindicative. Mais Mhm. il suffit de voir comment nos dirigeants parlent aux dirigeants africains, quoi. Ouais, Ils ouais, parlent des pays africains. C'est absolument. Alors, sans compter la russophobie inepte qu'on ouais, a ouais, ouais. vu se déverser. Donc voilà, c'était la question que je me posais sur justement, au travers de cette anecdote sur le privilège, c'est qu'il y a une culture, probablement une culture euh, de la cohésion, une culture de l'égalité qui ne doit pas être la même que celle de chez nous, enfin, ce qu'elle est devenue. Non, alors, ça, c'est très vrai. Euh, alors, d'abord, il faut dire une chose. Alors, sur la perception de l'Union soviétique, euh, il y a au moins, mais bon, on va simplifier un peu, il y a au moins deux grandes classes. Il y a la classe de ceux qui ont réussi dans les années 90. Et il y a la classe de ceux qui n'ont pas réussi dans les années 90. Alors, ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir profiter, parce que dans les années 90, tout s'était effondré, donc il y avait tout à faire, donc il y a un certain nombre de personnes qui, avec des, je ne parle pas des oligarques, ça c'est une classe à part, c'est autre chose, d'accord. Je parle de gens de classe moyenne haute, des gens auxquels je pensais quand je parlais de ce type de réaction, de gens qui ont du mal à s'ajuster au fait que l'Occident n'est plus ce qu'il était, euh, sont des gens qui vivent très bien. Et des gens qui vivent d'une manière, avec des business tout à fait ordinaires, ont réussi à faire des fortunes qui feraient rêver la petite entreprise française, hein, honnêtement. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont monté des PME tout à fait honnêtes. Donc il n'y a pas du tout de tripatouillage, de blanchiment, de choses comme ça, mais qui ont fait oui, à l'échelle française, c'est vraiment ce sont déjà des fortunes, quoi, qui vivent très, très, très bien, on va dire, hein. Et ensuite, il y a ceux pas forcément ceux qui ont sombré dans la misère, mais ceux qui ont vraiment eu du mal et qui en sont sortis et qui vivent une vie de classe moyenne, voilà. Et eux ont conscience de ce qu'ils ont perdu, parce qu'il y a des choses qui ont été perdues au moment de la fin de l'Union soviétique, hein. Je veux dire, il y a une éducation, parmi les choses qui sont le plus regrettées, c'est la médecine gratuite et l'éducation de très haute qualité gratuite. Hein, ça, c'est par exemple des choses donc on entend, voilà. Même sur des gens qui vont être critiques sur d'autres aspects de l'Union soviétique. Mais aujourd'hui, quand même, dans l'essentiel de la population, grosso modo, l'humeur, c'est bon, il y avait vraiment des trucs qui marchaient pas. Enfin, il fallait pas tout jeter, quoi. Hein, c'est un peu le. Et donc ça a une influence, mais sur la notion d'égalité, sur la notion voilà, de cohésion, de communauté, etc. Et, et qui est très profonde. Et en fait, qui est préliminaire à l'Union soviétique. C'est-à-dire que c'est parce que
parce que, bon, ça d'ailleurs, c'est quelque chose que confirmerait Emmanuel Todd, hein, il a peu étudié l'Union soviétique, mais bon, il l'évoque à travers des valeurs anthropologiques d'autres zones, y compris en France, en Italie, etc., où ils disent là où le Parti communiste faisait ses meilleurs scores, etc., où les valeurs d'égalité sont très fortes. La valeur d'égalité en Russie, je vais te donner une anecdote. En Russie, même pas en Russie, là, ça se passe en Ukraine, à Kiev, où j'avais un bureau d'outsourcing informatique. Et à un moment donné, donc j'avais quelques ingénieurs. Bon, il y en avait un qui travaillait très très mal, l'autre qui travaillait moyennement, et deux qui travaillaient magnifiquement, mais vraiment, enfin, je veux dire, des épées. Et à un moment donné, bon, en fin d'année, je dis voilà, on va peut-être payer des primes. Et donc, je prends les deux bons, je dis voilà, je vais faire des primes. Bon, vous aurez plus parce que c'est normal. Je suis dans les autres quand même, je veux dire, normalement, ils ne devraient pas en avoir, mais bon, je vais quand même leur donner un petit quelque chose, mais vous aurez plus. Et puis bon, les choses en restent là. Une semaine après, c'est carrément les deux gars qui me convoquent, entre guillemets, et qui me disent écoute, on en a discuté entre nous, et dans la prime, on voudrait qu'elle soit égale pour tout le monde. Tu vois, voilà. Donc ça te dit, voilà, et c'est intéressant parce que dans ces gars-là, il y en avait, ils étaient de deux régions, ils étaient nés et avaient grandi dans deux régions différentes de l'Union soviétique. L'Union soviétique avait disparu, ils étaient encore très jeunes, hein, mais ils avaient été à l'école en Union soviétique. Donc il y en avait, c'était dans le Grand Nord, l'autre, je ne sais plus où, enfin dans des régions très différentes. Il y en avait qui était né en Ukraine, je crois, et l'autre qui était du Grand Nord, hein. Et leur réaction était commune, quoi. C'était non, on peut pas distribuer une prime de manière inégalitaire. Et donc ça, c'est très très présent, et c'est pas non plus complètement étranger au fait que la vraie seule grande force d'opposition aujourd'hui en Russie, celle qui compte vraiment, qui fait vraiment des points, c'est essentiellement le Parti communiste. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que bon, je suis ça un petit peu quand même, hein. J'ai bien connu l'Union soviétique. Je pense que c'était un système, un mode de production différent du mode de production capitaliste. Je reviendrai là-dessus parce que à propos d'un livre que j'ai lu cet été qui s'appelle Une histoire du travail depuis la préhistoire, et donc qui analyse du point de vue du travail et du rôle du travail les différents systèmes, les différents modes de production. Et donc, il finit naturellement par parler, en les comparant éventuellement, les modes de production capitalistes et le mode de production socialiste. Et c'est que, alors bien évidemment, on va venir dire oui, mais c'était pas ça, c'était pas du communisme. Enfin, tous les utopistes, j'en connais beaucoup, compte tenu de ce que je veux dire. Un certain nombre de choses ont été révélées après la chute d'ailleurs, hein, je pense à la Grande Terreur et autres, mais c'était des systèmes, des modes de production socialistes. Et quand je vois ce que raconte Zyuganov, que je tiens pour un bourrin, j'ai peut-être tort, mais je trouve que quand même, quand il prend des positions, enfin il doit être populaire puisqu'il est à la tête du successeur, hein, du parti bolchevique, c'est que naturellement, il s'appuie sur ce que le mode de production socialiste avait de positif. C'est pour ça que tu pointes la médecine, tu pointes, c'est-à-dire la santé, tu pointes l'éducation. J'imagine, alors peut-être le sport, je pense à Cuba, là, par exemple. Cuba, qui a d'autres problèmes liés à une situation, y compris géostratégique particulière, mais bien évidemment, c'est incomparable. C'est incomparable. Système de santé, système d'éducation, et donc que ça reste 30 ans plus tard, c'est-à-dire peu de temps, que ça reste présent comme ça ne me paraît pas anormal. Et là, j'imagine que le Parti communiste joue sur le velours, lui, en venant dans certaines couches, en venant expliquer qu'il milite pour ça. Oui, oui, absolument, absolument. Après, je veux dire, effectivement, comme tu dis, bon, enfin, il a aussi la réputation d'être extrêmement bourrin aujourd'hui, quoi. Donc, ouais, comme tu dis, enfin, genre, ça, c'est pas, ouais. Donc, si tu veux, oui, voilà, il sait pas, il a une réputation
mitigé, quoi. Voilà, il faudrait probablement Bon, qu'il renouvelle ses cadres pour être pris plus au sérieux. j'utilise cette expression parce que bon, je veux dire, allez, il faut un ton un peu léger. Oui, Je le bien sûr, connais non, bien sûr. pas, et bon, c'est pour toi. Mais je lis des articles, je vois ces interventions. Bon, ça manque quand même un peu de Oui, 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 subtilité. oui, non, non, oui, oui, tout à fait. Même si spontanément, et je ne m'en cache pas, hein, ça pourrait provoquer chez moi certaines sympathies, hein, nostalgie, quand on est travaillé par la nostalgie, et pas seulement par la nostalgie. Donc effectivement, alors j'ai une question concernant justement la réaction initiale. Ce que tu décris de la situation économique, parce que c'est ce qu'il y a dans l'assiette, c'est très important quand Ouais, même. ouais. Ça décide de beaucoup de choses. Euh, euh, L'agression initiale de l'Occident, l'agression économique initiale, en réponse, hein, ok, Mhm. il y a invasion. Alors, on peut discuter, et moi j'ai une position, je dis que c'est une opération militaire provoquée, mais la réponse de l'Occident, c'est notre cher Bruno Le Maire, on va les mettre à genoux. Et d'ailleurs, il y en a certains qui n'y ont pas renoncé à ça, alors que l'évidence de l'échec saute aux yeux. Tout le monde le sait. Hein. Jacques Sapir, il se frise les moustaches quand il vient dire ça, Ouais, parce qu'il arrive avec ses chiffres, avec son ton mesuré, pondéré et tout, et boum. Hein, parce que si on regarde en face ce qu'il nous dit, il balance quand même. Hein. Et ouais, donc ouais. ça c'est quand même assez extraordinaire. J'imagine qu'au départ, avec les difficultés initiales que tu nous as décrites, ils ont dû effectivement avoir une certaine anxiété. Et là, aujourd'hui, non. Je pense que ma question elle est double. Premièrement, est-ce qu'il y a le sentiment que ça, c'est gagné, c'est trop fort, mais ça, c'est surmonté, c'est-à-dire la guerre économique qu'on leur fait? Et deuxièmement, est-ce que ça, je veux dire, ça nourrit le soutien à l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire au fait d'avoir déclenché l'affrontement avec l'Occident, en se disant, bah oui, on était costaud, ça a été préparé, et par conséquent, il faut le mener. Alors, le, le- bon, c'est certain que, enfin, le fait que l'économie fonctionne bien, en fait, renforce la confiance dans le gouvernement, on va dire. Au-delà en général. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, bah oui, quand même, bah, ils n'ont pas fait n'importe quoi, quoi. Ils étaient préparés. Et bah, il y a des gens qui m'ont dit, oui, moi, je vois, mais tout ce qu'ils ont dit qui se passerait se passe. Enfin, je veux dire, bon, il y a quand même voilà, il y a un renouvellement quand même de la confiance. Reste quand même une question, c'est-à-dire que quand même il reste une impatience à quand est-ce qu'on va finir ce conflit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, là, il y a quand même, il reste. euh, Normalement, on devrait pouvoir finir ça d'un seul coup, quoi. Je veux dire, voilà, on devrait pouvoir juste, voilà. Bon, tout le monde n'est pas forcément un très bon analyste stratégique et militaire, et c'est vrai que ça peut paraître tentant. Moi, je crois que justement, il ne faut surtout pas faire ça, mais voilà, ça, enfin, c'est pas l'objet de l'entretien. Mais effectivement, une partie de la population se dit que ça va bien, il faudrait terminer ça. Pourquoi est-ce qu'on lance pas une offensive pour terminer ce conflit? Il y a certains, pas très nombreux, mais certains les plus à gauche qui disent ouais, c'est parce que ça, c'est parce que les gens font du pognon avec. Ce que je pense, que les gens qu'il y ait des industries qui fassent du pognon avec, c'est évident. Mais que ce soit la stratégie du gouvernement, ça, je ne crois pas du tout, parce qu'en réalité, la Russie s'enrichirait nettement plus vite si elle n'avait pas à mener ce conflit. C'est absolument clair. Donc, ça ne peut pas être une stratégie rationnelle gouvernementale. Et je ne pense pas que je peux me tromper, mais je ne pense pas que le complexe militaro-industriel russe puisse imposer ce type de politique à la Russie. Je pense que la politique de long terme est une stratégie délibérée qui n'est pas liée aux enjeux économiques, mais beaucoup plus à des enjeux stratégiques globaux, y compris diplomatiques, ce qu'on peut voir au niveau voilà, genre, bon, par exemple, ne pas faire un bain de sang pour préserver les liens avec, comme tu l'as
avec Caresse souligné ça, je veux dire, le fait de ne pas vouloir s'aliéner les sympathies en provoquant un bain de Et sang. Voilà. Donc, il y a j'ai j'ai le souvenir, Daniel, lors de notre premier entretien, que tu m'avais dit euh, l'opinion et même dans l'armée, il n'était pas question d'aller matraquer les frères slaves. Hein. Donc il fallait faire ça avec précaution et ça m'avait frappé. Mais sur justement le souhait, je pense normal d'ailleurs, que on le termine rapidement, outre que, euh, je veux dire, sur le plan militaire, c'est pas si simple, parce que là, la guerre, le retour d'expérience que peuvent avoir les profanes comme moi, c'est assez impressionnant, quoi. C'est-à-dire, c'est une guerre de haute intensité du 21e siècle. Beaucoup de choses n'avaient absolument pas été prévues. Il a commencé par les stratèges occidentaux, qui, alors, pour beaucoup, n'ont rien vu arriver. Bien. Donc, la question que je me pose, c'est que on a tous envie que ça s'arrête. Moi, quand je vois, parce qu'on voit tout, hein, c'est sur un média russe, hein, pas oublier que Telegram, où on peut tout voir sur Telegram, hein, il n'y a pas les censures qu'il y a sur les grands réseaux des GAFAM. Eh bien, ce qui arrive au peuple ukrainien est abominable. Déjà, absolument, déjà, absolument. il y a ça. Deuxièmement, moi, c'est un peu idiot ce que je vais dire là, mais quand je vois les réseaux, quand je vois les chaînes d'infos, etc., les imbécilités, l'arrogance des agents américains stipendiés, hein, des Français qui trahissent leur pays de cette façon-là, etc., j'ai qu'une envie, c'est que les Russes bousculent tout pour les moucher. Bon, c'est Oui, oui. puéril. Hein, c'est Oui, voilà, puéril. oui, bien sûr. Oui. Donc, bon, hein, il y a l'envie que, oui, peut-être que ça permette à la France de se rendre compte qu'elle est dans l'impasse parce que l'Europe va mal. L'Europe va dans une direction où ça va pas s'arranger. Et si l'Afrique prend le chemin qu'elle semble vouloir prendre, avec l'appui de la Russie et surtout de la Chine, etc., pas sûr que pour notre niveau de vie, ce soit formidable. Parce qu'ils sont Non. ils sont dans un dilemme, hein, comme les Occidentaux. Hein, Monsieur Macron, ah ouais, on va faire une intervention militaire au Niger. Vas-y, mon gars, tu vas déclencher une guerre, mais tu vas voir l'immigration, tu vas voir les réfugiés, tu vas voir ce que ça va donner. Déjà, ça va Est-ce être qu'on en a les moyens? inassumable politiquement et humainement, mais en plus, on va dérouiller. Bon, Ouais. donc qu'il soit mis fin à cette guerre, euh, à la dimension militaire sur le théâtre ukrainien, tout le monde est impatient. Hein. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il y a après? Et c'est ça un peu le sens de ma question, c'est-à-dire que si euh, l'armée ukrainienne s'effondre, si les Américains font comme ils font d'habitude, mais là, c'est pas les mêmes enjeux, hein, c'est-à-dire on déclare la victoire et on s'en va, euh, qu'est-ce qui va se passer? L'Occident est dans un corner stratégique, hein, il est coincé, donc toute solution est mauvaise. C'est pas Oui, compliqué. oui, oui. La Aujourd'hui, victoire oui. militaire est absolument impossible. Hein. La défaite géostratégique est en train de se profiler. L'hégémon lui-même, les États-Unis, sont dans une situation, ils sont au bord de la dislocation. Donc, comment est-ce que les Russes voient ça? Parce que moi, ce que je crains, ce sont les folies des cinglés du sous-sol, des néoconservateurs, c'est-à-dire que on bascule dans une escalade pouvant déboucher sur un conflit nucléaire. On a suffisamment de dingos en face pour courir ce risque. Comment les Russes le voient ça? Parce qu'ils ont envie que ça s'arrête, d'accord, mais qu'est-ce qu'il va y avoir après? Ben, je pense qu'en fait, cette question, elle est aussi difficile à répondre pour les Russes que pour les Occidentaux. C'est-à-dire qu'en fait, euh, spontanément, personne ne m'en a parlé. Alors évidemment, ce que je pourrais faire, là, dès que je serai rentré, ça peut être intéressant, on pourrait faire un sujet là-dessus, euh, aller interroger un grand nombre de personnes là-dessus, comment tu vois la fin de ce conflit. Moi, les quelques remarques que j'ai eues là-dessus, c'était vraiment, on ne voit pas la fin, quoi. On ne voit pas comment ça peut se terminer. Il y a ça, et puis il y a ceux qui disent, ouais, il faut le terminer, il faut le rentrer dans l'art et aller jusqu'au Dniepr. Mais sans dire,
Bon, mais qu'est-ce qui se passe après, quoi? C'est bien, une fois qu'on sera sur le Dniepr, qu'est-ce qui se passe après? Je veux dire, comment réagissent les populations sur place? Comment on contrôle cet espace? Comment on gère ce qu'ils feront certainement l'Occident comment finance une résistance? Comment ce qui sera effectivement la stratégie naturelle? Donc voilà, donc tout ce genre de questions restent non posées et donc on n'y répond pas, quoi. Mais simplement, je crois que c'est de l'impatience et voilà, on a envie de tourner la page sans très bien savoir comment on fait, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, très honnêtement, le gouvernement russe, donc là je parle il y a Poutine, Lavrov, enfin, les gens qui sont impliqués au plus haut niveau, je pense que leur stratégie est une stratégie beaucoup plus diplomatique, simplement de construction du monde multipolaire pour amener l'Occident à se rendre compte qu'il n'a pas d'autre choix que de baisser les armes, et de laisser tomber, progressivement peut-être, mais de laisser tomber, de le décourager, plutôt que d'obtenir comme le souligne par exemple très souvent MacGregor, bientôt ils vont lancer une grande offensive, etc. Moi, je crois qu'ils se plantent. Je crois que, en fait, c'est surtout pas ça que la Russie va faire, puisqu'en fait, le, la première cible, entre guillemets, c'était d'amener, euh, enfin, grosso modo, l'OTAN à la table des négociations. Là, effectivement, il y a une vraie heure d'appréciation. Bon, déjà dit, un mois après le début du conflit, quand Boris Johnson a juste exigé de Zelensky qui déchire l'accord qu'il venait de signer, hein, comme le rappelle le Premier ministre israélien de l'époque. Et à partir de ce moment-là, la décision est beaucoup plus difficile, parce qu'une décision sur le terrain va en fait aboutir à un conflit larvé qui pourrit avec des actions terroristes, avec des groupes de résistance, des choses comme ça. Donc, on sait que ça peut être extrêmement... en fait, que ça peut vraiment épuiser une nation. Et donc la seule solution, véritablement, c'est d'amener l'Occident à reconnaître que, en fait, la- il n'y a pas d'issue au conflit, qu'il s'épuise plus vite que l'autre côté, et que donc il faut venir à la table des négociations et trouver un mode de sortie. Et je pense que, et ça, je veux dire, c'est la stratégie de, voilà, on s'est mis en défense et puis on laisse les autres s'épuiser. Parce que l'épuisement, il est évidemment, et c'est le plus terrible, c'est évidemment le coût humain, dont l'essentiel est aujourd'hui porté par l'Ukraine. J'ai vu qu'apparemment, alors il faudrait confirmer, j'ai vu qu'en fait, ils cherchent maintenant, l'Ukraine va chercher à faire extrader les gens d'Occident qui sont. Alors, il faut voir à quel point, bon, parce qu'il faut beaucoup se méfier, genre, est-ce que c'est juste du bluff? Est-ce que vraiment ils sont en train de mettre sur pied les mécanismes juridiques pour faire ces demandes d'extradition? Et comment est-ce que l'Occident, parce que je veux dire, bon, il faut arrêter les gens, quoi, genre, pas avant de les extrader. Est-ce qu'on peut les arrêter s'ils n'ont pas commis d'offense sur le territoire où ils se trouvent aujourd'hui? Bon, donc est-ce que ça peut être mis en application? Mais le fait même qu'on en parle est déjà un signe, quoi. Je veux dire, c'est que ils sont vraiment à bout de ressources. C'est terrible. À bout de ressources, ça veut dire combien sont morts, quoi. Dans Ben, le meilleur je des cas, vais ils sont partis. Voilà. Donc, sinon, ce que je veux dire, c'est que du Attends, coup, petite incidence concernant ce dont on parle. Outre le fait qu'on voit des vidéos, il y en avait une en Californie où on voyait trois fils de parlementaires ukrainiens qui étaient interpellés par un autre Ukrainien qui leur dit mais qu'est-ce que vous faites là? Et des jeunes qui en âge de se battre, hein, qui étaient en short et en train de se balader au soleil. Euh, ça choque beaucoup, y compris chez nous, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des études d'opinion qui ont été faites. Par exemple, en Allemagne, il y a 46% des gens qui considèrent que l'Occident est responsable les États-Unis, essentiellement, sont responsables de la guerre, 26% la Russie. Chez nous, c'est très curieux. 43% pensent que ce sont les États-Unis, 40% la Russie. C'est plus équilibré. C'est assez, enfin, plus équilibré au sens, oui, oui, oui. C'est-à-dire il y a pas une dispersion comme on l'a vu en Allemagne. Sur le plan, la possibilité de ça, euh, juridiquement, c'est pas possible.
on imagine d'abord politiquement, ce Oui, serait terrible, mais même juridiquement, il suffit que les gars disent, bah écoutez, on fait une demande d'asile politique. On fait une demande oui, d'asile politique, c'est une dictature ou je ne sais pas quoi, le temps que oui, les commissions se réunissent, les procédures aient lieu, etc. Ce sera absolument pas oui, bien opérable. sûr. Bon, ça, Absolument mais pas ce que je veux opérable. dire, c'est que du coup, bon, donc là, je veux dire, évidemment, je veux dire, c'est un signe qu'il y a un clair épuisement de ce point de vue-là, ce qu'on savait, mais ça le confirme. Et du côté occidental, il y a effectivement un épuisement des réserves d'armes, etc., qui fait que, plus les difficultés liées à l'énergie, qui fait qu'on va pas très, on voit déjà en fait que c'est une stratégie qui est payante au final. Qui semble assez payante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une stratégie qui permet à la Russie de marquer des points sur le plan diplomatique international, comme on le voit, les BRICS, etc. Et, euh, qui finalement nous épuise, nous, beaucoup plus vite que eux, au contraire. Donc, voilà, donc je pense qu'effectivement, moi, je vois ça comme étant la stratégie qui a été décidée au plus haut niveau aujourd'hui. Je peux me tromper, bien entendu, parce qu'en fait, c'est de la devinette savante. Hein, je suis pas dans le secret des dieux, bien entendu. Euh, mais c'est quelque chose qui, effectivement, et pas seulement en Russie, est difficile à percevoir apparemment. On a du mal à. Mais c'est assez. J'ai réagi à ce que tu disais, des gens qui avaient envie que ça s'arrête. C'est un vrai biais, ça. Hein. C'est-à-dire que, y compris chez Douglas McGregor, ça fait longtemps qu'il prévoit une offensive grande flèche, comme dit tout le monde aujourd'hui maintenant. Ouais, Ben, le problème, c'est que parce qu'il a envie que ça s'arrête aussi. Moi, le premier, hein, je le ouais, reconnais. ouais, J'aimerais bien qu'il balaye tout ça. Hein, on moucherait Yakovlev et Goyafi, et donc ce serait ouais. formidable. Hein, mais bon, non, non, Oui, non. mais Puis ça peut ça pas va. être le but. Et puis il y a probablement un aspect militaire technique. Les Russes dominent. Donc 140 millions d'habitants, les autres sont à 25 dans le meilleur des cas. Ils ont une industrie, ils ont un armement au point, ils ont procédé à des mutations importantes, ils ont la supériorité aérienne, ils ont la supériorité des feux, mais pour autant, c'est pas facile. C'est pas facile aujourd'hui avec les mines, avec d'ailleurs la force attaquante qu'a été l'Ukraine avec des moyens quand même, avec toute la couverture ISR, c'est-à-dire toute l'intelligence, renseignement que lui fournit l'OTAN, avec les programmateurs de l'OTAN, avec la logistique de l'OTAN. Malgré ça, ils se font hacher. Ils se Ouais, font ouais. hacher. Donc, si les Russes se lançaient dans une offensive grande flèche, ce serait avec des coûts importants. Or, la question du bilan, et ça, je voudrais te poser une question. Euh, on évalue doigt mouillé. Hein, attention, hein, je me méfie des chiffres. On annonce 400 000 tués pour les Ukrainiens. Et si on fait un rapport, puisque 80% des décès sont dus à l'artillerie, euh, on arrive à peu près à 50 000 pour Mhm. les Russes. C'est pas rien, hein, 50 000 morts, c'est pas rien. C'est ce que les Américains ont subi pendant toute la guerre du Vietnam. Bon, Ouais, ouais. donc, et là, ce sera en un an. Comment c'est perçu ça en Russie? Eh ben, c'est la chose qui me surprend le plus, c'est qu'on n'entend pratiquement pas parler, peut-être justement parce qu'ils sont finalement, à l'échelle des enjeux du conflit, on entend très peu parler des, des, enfin, des pertes, des décès. C'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de mouvement. Je pense que, en fait, l'enjeu est très important. La population sait qu'il s'agit d'un conflit existentiel. Et pour un conflit existentiel, il est extrêmement économe en vie humaine. Et donc, C'est je pense vrai. que voilà. Et donc, je pense que c'est ça qui fait que finalement, aujourd'hui, c'est accepté. Moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Et alors, il y a, ce qui est tout à fait normal, en ce moment, une,
une valorisation de la Russie très forte. On voit passer des vidéos de promotion de la Russie, on voit des cérémonies assez nombreuses. Le jour du drapeau, il y a eu, je me rappelle plus à quelle était l'occasion, la fête de la marine, peut-être, je crois, à Saint-Pétersbourg, avec les 3 immenses Oui, drapeaux, oui, avec toute la séquence, avec l'hymne russe, c'était assez extraordinaire, avec oui, oui. Poutine disant chut à la personne qui lui parlait à ce moment-là. Et il y a le succès de ce chanteur, là, je me rappelle plus comment il s'appelle, euh, et qui chante Yarouski, qui est un espèce de Johnny Hallyday local, enfin local russe, Ouais, mais ouais, bon, ouais, avec la même puissance de ouais, genre, ouais. enfin, je veux dire, il y a manifestement une mobilisation patriotique importante, impensable Oui, chez nous, hein, ouais, ouais. mais est-ce Mais, ça, c'est quelque chose qui se renforce, c'est la question que je me pose. bah, oui, enfin moi, c'est ce que je te disais au début, c'est-à-dire qu'il y a... oui, je te disais ça avant qu'on soit... C'est que moi, vraiment, mon sentiment quand quand je voyage entre la Russie et la France, c'est que la Russie est une société aujourd'hui qui est en cohésion, qui est rassemblée, hein. Alors, il y a des différences, il y a des discussions politiques, etc., mais elle est quand même sur l'essentiel, elle est rassemblée. Et, et en fait, et c'est ça qui est fascinant quand tu arrives en France, c'est que tu as le sentiment qu'en fait, on n'a plus rien d'essentiel autour de quoi se rassembler. Là, donc en fait, on est une espèce de, nous sommes un puzzle de population, en fait. C'est vraiment le sentiment que ça donne. C'est ce qui est voulu, hein. Ouais, Bien évidemment. Il y a la question de l'individualisme, puis il y a la question des communautés, du ouais, communautarisme, tout ouais, simplement, ouais, ouais, voilà, ouais, hein. ouais, Et donc, mais il suffit de voir nos débats. Enfin, c'est effarant pendant et là je me répète, pendant le sommet des BRICS, nous on parlait de Michel Sardou et de je sais plus comment elle s'appelle, Juliette ou Julie Armanet. ouais, Après on a parlé de Médine, et puis maintenant on parle de la Baïa, etc. Enfin, c'est consternant. C'est consternant. Et on apprend que l'armée française, hein, pour la première fois, hein, a un déficit d'engagement impressionnant. Je crois que c'est plus de 700 personnes, c'est-à-dire ça fait quasiment un régiment, hein, alors qu'on était le seul pays d'Europe qui avait encore ouais. un seul positif de ce point de vue. Bon, c'est comme ça. Donc, mais ça m'intéresse, ça, cette idée de changement de perception quand on arrive en Russie et quand on arrive en Europe, dans les pays de l'Union européenne. Donc ça, mais est-ce que les Russes le savent, ça, ou le perçoivent? Non, je pense que là, là, il faut vraiment, enfin, pour connaître ce contraste, c'est seulement ceux qui font le voyage, quoi. Ceux qui régulièrement, bien entendu. Non, là, il faut avoir un pied des deux côtés si tu veux vraiment le percevoir, ce contraste. C'est sûr. J'ai pas l'impression, à part quelques personnes, j'ai pas l'impression que grand monde, et même ceux qui viennent juste pour faire un peu de tourisme, c'est pas possible de se rendre compte. Voilà, Non, il mais faut c'était vraiment. pas ça, c'était pas, ma question elle était mal formulée. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que je vois passer des émissions avec un type qui s'appelle Solovyov, je crois, qui est excité comme tout. Il y a Ouais, ouais. il y a quelques producteurs de bullshit là sur Telegram, et de gens qui sont il y a des excités, hein, avec des propagandes débiles, mais Ouais. il y a quelque chose qui s'exprime, il y a une société qui s'exprime. Donc, comment cette société perçoit l'Occident. Je voyais une photo sur les réseaux là, ces jours-ci, où on voit Zelensky recevoir des hommes et des femmes politiques. Et il y en a une dizaine, peut-être même plus, où il y a une croix rouge dessus parce qu'ils ont perdu le pouvoir, ils sont partis. En un an, c'est impressionnant. De Boris Ouais. Johnson à je sais pas qui, à la finlandaise. Donc, euh, c'est ça mon propos, c'est comment l'Occident est perçu. Parce que ce que tu as décrit de l'occidentalisme russe, hein, à ne pas confondre avec l'occidentalisme, l'atlantisme qu'on connaît en France vis-à-vis des États-Unis, l'occidentalisme russe, c'était cette tendance, cette volonté de se tourner vers l'Europe, vers l'Occident, qui était compensée par
l'eurasiatisme, porté aujourd'hui, dit-on, par Dugin, et avec un balancier, hein, ça a évolué dans l'histoire, historiquement, c'est bien antérieur à l'Union soviétique, ça. Donc, aujourd'hui, comment l'Occident, enfin, comment les sociétés occidentales, et je pense en particulier à l'Union européenne, est perçue, justement, par le constat qui est fait, un, on mène une guerre existentielle, deux, on nous a agressés, mais on se porte pas si mal, et trois, j'imagine qu'il y a des relais sur la propagande débile que le mainstream Alors, français est capable de produire. alors, je vais t'obliger de te répondre très rapidement parce qu'il faut vraiment en fait, on était beaucoup plus long que initialement prévu et je suis Oui, vraiment comme pris à la d'habitude. gorge au point de vue temps. Donc, ça, on pourra le revenir là-dessus, mais on pourra, enfin, pour donner la réponse rapide, l'Occident est vu aujourd'hui par l'essentiel de la population comme une zone qui est en décadence et dégénérescence. C'est-à-dire que si tu veux, en fait on est en train de détruire, je vais m'arrêter là, on est en train de détruire notre image avec le coup de wokisme, etc. Enfin, tout ce qu'on, la défense du LGBT, la promotion même, etc. Donc ça, c'est perçu de manière extrêmement négative et globalement, voilà, les gens nous regardent en disant mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est quand même dommage. Vous étiez de grandes nations et vous êtes en train de vous autodétruire, quoi. Là, c'est à peu près ce que voilà. C'est ce que. Alors, écoute, je vais te libérer. Je vais simplement ajouter, je souris parce que je, alors c'est de nouveau un petit désaccord. Hein, moi, je considère que l'initiative stratégique appartient à la Russie bien avant le 24 février 2022, et je pense que là, elle a très intelligemment, la Russie, lancé ça, c'est-à-dire qu'elle a transformé un affrontement qui est géostratégique, qui est économique, qui est politique, aussi en un affrontement civilisationnel. La civilisation est chez nous, on est chrétien, regardez la religion orthodoxe, on est anti-woke, on est anti-LGBT, etc. Ils en ont fait. Alors, évidemment, les grands pays musulmans sont enchantés, mais je pense que je pense qu'il y avait une décision tactique probablement, et ça marche. Et ça marche parce qu'il suffit de Il montrer faut, où en est l'Occident. Hein. ouais, 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 ouais. Mais faudra qu'on en reparle. J'ai plus le temps Oui, 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 on va en reparler avec d'élaborer, mais plaisir. ouais, 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 ouais. Ok. Ok. Bon, eh bien, Bon. écoutez, merci de votre attention. Hein, je crois que Daniel a un déplacement, il faut qu'il file. Hein, sinon, il va se faire engueuler parce qu'il Voilà. est en retard. Hein, et donc, je lui dis à très bientôt et À bientôt. à ceux qui nous écoutent, à très bientôt aussi. Salut! Au revoir.